Salut, c'est votre frère Bertie le Kamit. Je vais faire la petite vidéo pour proposer, n'est-ce pas, à mon niveau, quelques petites solutions, mais des solutions assez importantes, des solutions assez efficaces pour que l'Afrique puisse sortir de la misère dans laquelle elle se trouve actuellement, pour que notre continent puisse avancer. Mais dans la vidéo ici, je vais beaucoup plus insister sur le cas particulier du Cameroun qui est mon pays. Alors, chez nous, nous avons oublié nos héros. Je vais commencer par là. Donc, sur la réhabilitation ici de ceux qui ont travaillé, ceux qui ont lutté, ceux qui ont versé leur sang, ceux qui ont donné leur vie pour que ce pays-là soit indépendant. Je dis bien, il en va de même. C'est valable pour tous les pays africains, mais je préfère ce soir m'attarder sur le cas du Cameroun qui est mon pays, même si j'ai beaucoup plus l'habitude de parler de l'Afrique dans son ensemble, parce que je suis de ceux-là qui sont convaincus que la solution à nos problèmes ici viendra. En fait, la solution est à l'échelle continentale. Les solutions, n'est-ce pas, à tout ce que nous rencontrons comme problème, n'est-ce pas, les difficultés que nous avons en Afrique, toutes ces solutions-là se trouvent à l'échelle continentale. Chaque pays qui veut, n'est-ce pas, avancer individuellement, je pense que ces pays-là se trompent, n'est-ce pas? On ne peut pas avancer comme ça en rang dispersé. Il va falloir bien sûr qu'un jour, on soit réunis autour d'une véritable organisation continentale pour prendre vraiment le taureau par les cornes pour résoudre ce que nous avons chez nous comme problème. Alors, je vais commencer ici par un point assez important, un point essentiel. Une solution ici, c'est incontournable. Et je mets au défi quiconque. Je mets au défi ces gens-là qui sont, je ne sais pas, Bac plus 25 et qui sont sortis de Harvard, de Sorbonne et autres, qui passent leur temps sur nos plateaux télé pour à nous distraire avec le gros français et autres. Je mets au défi ces gens-là qui viennent me prouver que ce que je vais donner ici comme solution, que ce que je propose dans cette vidéo ne peut pas être valable. Tous les pays du monde qui se sont développés, tous ces pays que vous voyez aujourd'hui qui sont des pays assez développés, des pays très très avancés, sont passés par là. Ils ont commencé par cette voie-là. Ce n'est que par cette voie-là qu'on peut avancer. Donc je vais commencer ici en parlant ici de la réhabilitation. Même s'il y a d'autres points que je vais développer après. Donc je vous exhorte, je vous appelle, je vous invite en fait à partager au maximum cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube en tapant tout simplement Bertie le Kamit. Quand je parle de réhabilitation ici, je parle de la réhabilitation de nos héros. Je vais commencer par les 3 héros qui ont été proclamés, ou alors ceux qui ont été érigés au rang d'héros en 1991 par l'Assemblée nationale du Cameroun. Il s'agit de Oumiobe, Félix Moumié et Ernest Ouandji. On parle beaucoup plus de ces trois héros, ou alors l'histoire officielle a beaucoup plus mis la lumière sur ceux-là. Mais il y a beaucoup d'autres derrière qui luttaient tout au fond pour la libération même du Cameroun. Il y a aussi le cas, il y a beaucoup de cas en Afrique. Précisément ici, le cas de Mandela en Afrique du Sud. On a l'impression que, bon voilà, même s'il était le chef de la branche armée, n'est-ce pas, de l'ANC, on a l'impression que derrière, il n'y a que lui qui a existé, ou alors qu'il n'y a que lui qui a lutté pour la libération de l'Afrique du Sud lors de la période, lors de l'apartheid. Même si derrière, on sait qu'il y a eu beaucoup de trahison de sa part, mais bon, on ne va pas revenir dessus parce que ce n'est pas le but de ma vidéo. Donc, au-delà de ça, je veux dire, derrière Nelson Mandela, il y avait beaucoup d'autres qui avaient lutté, qui avaient donné leur vie, dont on ne parle pas beaucoup. Je pense ici à Steve Biko, à Walter Sisulu, à Chris Hani, ils sont tellement nombreux. Et je reviens sur le cas du Cameroun. C'était juste pour prendre un exemple, pour vous faire comprendre certaines choses. Donc, c'était pareil chez nous au Cameroun. On s'est beaucoup plus attardé sur ceux-là qui étaient les 3 grands héros. Mais derrière, il y a également beaucoup de gens qui ont lutté. Je vais prendre l'exemple ici, même jusqu'au dernier,
qui avait pris la moindre pierre pour jeter sur l'ennemi, pour jeter sur le colon, pour l'empêcher, n'est-ce pas, de s'accaparer ses terres. Je veux prendre l'exemple sur ceux-là aussi, parce que eux aussi ont eu à compter. Ils ont versé leur sang pour la libération de notre pays. Je pense que pour que notre pays se mette véritablement sur le chemin du développement, il va falloir commencer par là. Il faut réhabiliter tous ceux-là qui ont versé leur sang pour notre pays. Je pense que si on ne commence pas par là, on va tout droit dans le mur. On va échouer. Tous les pays du monde qui sont sérieux, les pays occidentaux, les pays, je sais pas, d'Asie et autres qui sont développés aujourd'hui, ont commencé par là. Ils ont donné les noms des rues à leurs héros, ceux qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays. Ils ont donné les noms des hôpitaux, des universités, des places publiques et autres. Ils ont érigé, n'est-ce pas? Ils ont construit des grandes statues un peu partout. Ils ont érigé leurs héros, n'est-ce pas? Ils ont érigé ces gens-là au rang de héros nationaux et autres, tout ce qu'il y a eu par la suite. Alors, je voudrais rappeler ici, mais je vais aller très vite là-dessus, en dehors de tous ceux-là qu'on connaît, il y a derrière beaucoup de gens qui ont aussi donné leur vie, qui ont lutté. Je pense ici au cas de Paul Momo, je pense ici au cas de Omar Tella, je pense ici à Martin Singa, bien sûr, qui avait pris la relève, n'est-ce pas, au sein du groupe armé, après le départ de Félix Moumié pour l'Occident. Il y a eu, au-delà de ça, ils étaient tellement nombreux. Il y a eu Wambo, il y a eu Raphaël Fotzing, n'est-ce pas, qui a été assassiné le même jour que Ernest Wandier. Il y a Elisabeth Ndjouka. Ils sont tellement nombreux. Donc, si je vais citer, on va s'éterniser là-dessus. Ils sont tellement nombreux. Donc, pour qu'on puisse avancer, il va falloir commencer d'abord par là. Je pense que c'est assez important. Il faut commencer par là. Ils sont tellement nombreux. Je vais maintenant en pays Bassa, parce que nous, en tant que jeunes Camerounais, on connaît très peu de gens qui ont lutté aussi, parce que à un moment, on a l'impression qu'il n'y a que Oumyobé en pays Bassa qui avait compté dans la lutte, parce que, voilà, je veux bien comprendre, c'est tout simplement parce que je comprends bien que ça puisse arriver, parce que c'est lui qui était en quelque sorte à la tête, voilà, de ceux qu'on a appelés les maquisards. Voilà. Il y avait derrière ça, il y avait derrière lui, n'est-ce pas, beaucoup d'autres qui avaient lutté pour que ce pays-là soit libre. Et pour en savoir un peu plus, je suis allé, j'ai eu à discuter, n'est-ce pas, avec un Bongbok, le Bongbok Mbengan Kainje. J'ai eu à échanger avec lui à propos pour qu'il me donne quand même le nom de quelques héros en dehors de Oumyobé. Alors, ils sont tellement nombreux, mais il m'a cité juste quelques. Il y a Nyobé Pandjok, il y avait Yemba qui avait été assassiné le même jour que Oumyobé, il y avait Onol Joseph, il y avait Clément Yougé, il y avait Nyeki, il y avait Puma Kilama, il y avait Maso Mayuga, Lian Limasoke, John Philippe, Ruth Ngonkam. Ils sont tellement nombreux, mais je vais m'arrêter juste à ces exemples-là. Au-delà maintenant de ceux-là, il y a aussi beaucoup d'autres. André Marie Mbida, il y a eu le jeune, l'excellent, le jeune talentueux Osende Afana qui avait été assassiné aussi. Il y a eu Martin Paul Samba, ils ont été tellement nombreux. Il faut qu'au niveau de notre pays d'abord, également l'ancien président Aïdjo, que je n'oublie pas, qui a fait un boulot excellent, il faut qu'à ce niveau-là, on organise une grande cérémonie au niveau du Cameroun. Même si d'autres pays aussi peuvent le faire, ou on peut même le faire à l'échelle continentale, pourquoi pas? Mais qu'on commence d'abord par organiser une grande cérémonie chez nous, pour rendre hommage à ceux-là, qu'on aille déterrer le corps de ces gens-là, ces héros-là qui sont abandonnés dans des brousses, dans des forêts, qu'on crée un espace pour ceux-là. On crée un sépulcre quelque part, un peu, en quelque sorte comme un petit panthéon, où on va ériger ces gens-là au rang
des héros nationaux. Qu'on ne s'arrête pas sur des slogans ou alors des paroles complètement vides en disant voilà, ils sont héros, on s'arrête là. Il va falloir qu'on soit pragmatique. Il va falloir aussi qu'on fasse des actions même sur le terrain. Quelqu'un comme Oumiobe, son corps est abandonné, on ne sait dans quelle forêt. On ne peut pas avancer si on ne tient pas compte de cela. On ne peut pas avancer si on piétine nos héros. Les Ernest Wandji, les Oumiobe, Félix Moumié, tous ces gens-là, on doit commencer par les réhabiliter. C'est par là que tout commence. Et si on ne commence pas par ce chemin-là, si on ne passe pas par là, je dis bien, on va tout droit dans le mur. Bon, maintenant, je vais prendre d'autres exemples, simplement pour vous faire comprendre certaines choses. Voilà. C'est assez important. Il y avait, n'est-ce pas, beaucoup de pays africains. Je vais dire en fait je vais citer quelques exemples ici pour vous faire comprendre certaines choses. Il y a eu beaucoup de pays africains qui ont eu à faire des preuves dans ce sens-là. Ceux-là qui ont pensé à leurs héros, qui ont n'est-ce pas, réhabilité ces héros, qui ont pensé à eux, qui ont fait des cérémonies d'hommage. J'irais même jusqu'à proposer que nos autorités, que nos dirigeants prennent ça en compte. Le fait qu'ils prennent en compte le fait qu'il y a, n'est-ce pas, beaucoup de nos enfants, ils sont nombreux, qui sont un peu éparpillés de partout dans le monde, et qui souhaitent peut-être faire leur retour. Ils doivent travailler à ce que même nos enfants qui sont en diaspora, je pense ici à nos frères antillais, ils doivent travailler à ce que ces gens-là, parce que ce sont nos petits-fils, ce sont nos enfants, ils doivent travailler à ce que ceux-là puissent retourner dignement sur leur continent. Ça fait partie de la solution. On doit penser à eux, on doit penser à tout le monde. Pourquoi même pas faire des cérémonies, des grandes cérémonies d'expiation et tout, pour que l'âme de ceux-là qui sont partis étant fâchés puisse reposer en paix, que ceux-là qui n'étaient pas contents en partant, que ceux-là qui partaient en criant parce qu'ils ne voulaient pas laisser leur continent pour aller souffrir, pour aller être esclaves, que ceux-là où ils se trouvent reposent en paix. Qu'on puisse faire des gestes significatifs à leur égard, qu'on puisse penser à ceux-là qui sont partis, qu'on puisse penser à nos ancêtres, qu'on puisse faire des tas de choses pour montrer à ceux-là. Justement, je vais en venir ici en parlant du cas des gardiens, n'est-ce pas, de nos traditions. Ceux ici qui sont des grands initiés et autres, ils sont nombreux. Ils sont d'ailleurs là, ils n'ont jamais chassé personne. Je pense que ceux-là qui font partie du gouvernement de nuit, parce qu'il y a un gouvernement du jour. C'est ceux que vous allez voir partout à Yaoundé, à Bamako, à Brazzaville, qui portent des vestes et qui viennent au boulot, soit qui sont ministres ou alors ceux qui dirigent le pays dans l'ensemble. Ceux-là font partie de ce qu'on appelle le gouvernement du jour. Mais n'oubliez pas qu'il y a derrière un gouvernement de nuit. Et c'est ce gouvernement de nuit-là qui dicte les lois. C'est ce gouvernement de nuit-là qui doit normalement montrer le chemin à suivre. Mais l'erreur qu'on commet chez nous, c'est que ceux qui font partie du gouvernement de nuit sont complètement méprisés. Ils sont complètement ignorés. Comment avancer pourtant ceux qui sont derrière, qui travaillent jour et nuit pour que nous soyons protégés, si ceux-là qui sont garants de nos traditions sont piétinés, ils sont insultés? Je parle ici des vrais. Je parle ici de ceux qui sont sérieux, je parle de ces grands initiés-là. Je ne parle pas de ceux-là qui font des motions, je ne sais pas, de soutien pour le pouvoir en place tout simplement parce qu'ils veulent quelques bières et tout. Je parle de ceux-là qui sont respectables, qui tiennent bien ce rôle de gardien de nos traditions. Ces grands initiés-là, ils sont là. Ils n'ont jamais chassé quelqu'un, ils n'ont jamais chassé personne. Allez à leur rencontre. Ils détiennent les clés. Ceux-là détiennent une partie de la solution. Ce n'est pas forcément ceux-là qui sortent de, je sais pas, de Harvard, de Cambridge, de toutes ces grandes universités d'Occident qui viendront changer les choses chez nous.
Depuis les indépendances, ils bavardent, rien ne change. Ils sont sur les plateaux télé tous les jours. D'autres ont même du mal à payer leur loyer. D'autres à peine ont un boulot. Ils ne peuvent pas déjà s'offrir eux-mêmes un boulot. Déjà, je ne sais même pas où est-ce qu'ils louent les vestes. Ils viennent sur les plateaux télé tous les jours nuire les gens avec des gros discours, nous montrer comment ils maîtrisent la langue de Molière, tous ces bavards-là qui font des bruits depuis des années, des décennies. Et jusqu'ici, rien n'a changé. Donc je pense que ceux-là qui font pas, ces initiés-là, sont là et il faut commencer par eux. Ils détiennent ces solutions. Ils ont les clés. Il faut passer par eux. On ne peut pas avancer en piétinant les anciens. Il n'y a aucun pays dans le monde où ça s'est fait. Ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas chez nous que ça va commencer. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a pu le faire. Avancer tout en piétinant ou en ignorant les anciens. C'est impossible. Il faut qu'on commence par là. Et je vais vous prendre quelques exemples pour vous montrer jusqu'à quel point ils sont importants, jusqu'à quel point ils ont été importants et jusqu'à quel point ils vont encore compter dans notre futur. Ceux-là se reconnaissent, ils sont là. Je veux prendre quelques exemples. Il y a le cas du Ghana, il y a le cas de la Tanzanie avec Julius Nyerere. Il y a aussi surtout le cas de Soundiata Keita qui était en guerre ici contre Soumaoro Kanté dans l'Empire du Mali. Mais je vais aller très vite là-dessus pour ne pas être trop long dans les détails. Il y avait, n'est-ce pas, ces deux-là qui étaient en opposition. Et Soumaoro Kanté, après ça, on dit, voilà, il a disparu dans la grotte. Mais ça, c'est ce qu'on dit, c'est l'histoire officielle qui dit ça. Il a perdu la guerre contre Soundiata Keita et il a disparu dans les grottes. Mais ceux qui sont les véritables, les grands initiés, connaissent là où il a été enterré. Sauf qu'il y a des choses que peut-être ils ne peuvent pas montrer aux profanes. C'est de ceux-là que je parle, les gardiens de nos traditions. Il faut commencer par là. Ils sont là, ils sont au Cameroun. Allez à leur rencontre. Et c'est par là qu'une partie de la solution viendra. Pour revenir à l'histoire ici de Soundiata Keita, voilà. Les Arabes arrivent, il y a le désordre. Ils créent des guerres un peu partout et ils ramassent nos jeunes qu'ils amènent chez eux. Ils les castrent, ils les esclavagisent et tout. Et au fil du temps, vu qu'ils avaient, n'est-ce pas, imposé leur religion, il y avait certaines personnes, des corrompus, qui avaient accepté les offres, alors qui avaient accepté de se convertir. Ou alors ceux qui avaient rejoint ces religions-là étaient plus proches, un peu plus proches de la royauté. Ils étaient plus proches de ceux qui, n'est-ce pas, détenaient le pouvoir. Quand Soumaoro Kanté a perdu, il y a eu Soundiata Keita qui a continué. On l'a, n'est-ce pas, intronisé officiellement avec le blabla qui était venu après. Et maintenant, les Arabes derrière, il ne faut pas oublier, continuaient le pillage. Les Arabes derrière continuaient à prendre nos jeunes les plus robustes et les plus dynamiques pour amener chez eux pour esclavagiser. Il faut bien comprendre, c'est assez important. Maintenant, à un moment, il s'est dit, ok, l'Empire est en train de se vider. Tous les jeunes sont en train de partir. On n'a plus les bras pour les jeunes qui sont forts, ceux-là qui sont encore jeunes pour travailler. On n'a que les vieillards dans le village et même parfois ces Arabes amenaient des vieillards. Maintenant, ils se sont dit, ok, il va falloir qu'on dise stop à tout ça. Mais vu qu'ils n'ont pas assez de force face, n'est-ce pas, aux Arabes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution interne et aller de façon progressive, n'est-ce pas, à la fin de l'esclavage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se rassemblent, ils font confiance ici aux grands initiés, au nombre de 90, et tous étaient des vieillards. Ils sont là et ils ont la solution. On ne peut pas avancer en les piétinant. C'est impossible. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a pu le faire. Alors, ils vont à la rencontre de ceux-là. Ils disent, ok, voilà un souci qu'on a chez nous. Alors, il va falloir trouver une solution. Ceux-là ont fait ce qu'on appelle le retrait spirituel. Ils ont eu des périodes où ils se sont retirés quelque part très très loin, très éloignés même des profanes et des hommes vulgaires. Au bout de 99 jours, ils ont trouvé la solution. Entre autres, parce qu'il y a eu plusieurs solutions, mais entre autres, il y avait une solution qui était assez, qui a fait ses preuves, une solution qui a été assez efficace.
pour parvenir ici à la fin, n'est-ce pas, de l'esclavage. Il y avait, comme il y a normalement 7 jours dans la semaine, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient proposé alors l'esclavagiste, le négrier, n'est-ce pas, à 5 jours et l'esclave, il a 2 jours. Et c'est comme ça que progressivement, ils sont montés à 3 jours, 4 jours au fur et à mesure. Et l'esclavage, n'est-ce pas, s'est arrêté définitivement au fil du temps. C'est comme ça qu'ils avaient trouvé la solution. Donc, entre-temps, il y avait les enfants qui étaient nés. Si tu es né, n'est-ce pas, pendant les 2 jours, n'est-ce pas, de liberté, qui revient, n'est-ce pas, aux esclaves, en ce moment, tu es libre. Parce qu'il y a une période où ils sont libres et une période où ils sont esclaves. Ils sont esclaves pendant les 5 jours et ils sont donc libres pendant les 2 jours. Et c'est comme ça que progressivement, ils ont trouvé la solution. On ne peut pas parler des projets de TGV, des projets de métro en Afrique, des projets de grands, je sais pas, des terrains de football, des grands barrages et autres. On ne peut pas se lever tout simplement et dire un pont doit passer sur ce fleuve. Il y a ceux qui font partie du gouvernement de nuit, qui habitent dans ces fleuves-là. Ce sont des réalités qui sont liées à notre continent et bien sûr tous les autres continents du monde. Ce n'est pas qu'en Afrique. On ne peut pas se lever un matin et dire ici on va faire une route sans penser à ceux-là qui y sont depuis des siècles. Parfois ils ne demandent pas grand-chose. Il suffit juste qu'on les respecte. Il suffit juste qu'on commence à comprendre que bon voilà, ils sont là et ils ont un rôle, et qu'ils ont un rôle, n'est-ce pas, très très important. C'est par là que tout commence. Après le cas, n'est-ce pas, du Mali, il y a eu le cas du Ghana que tout le monde connaît. Je ne vous l'apprends pas. Le cas de Jerry Rawlings, le président qui était parti, n'est-ce pas, déterrer le corps de Kwame Nkrumah qui était abandonné quelque part dans une forêt, je ne sais où. Il est allé déterrer le corps. Il a ramené le corps à la capitale, Accra. Il a organisé une grande cérémonie à travers tout le pays pour rendre hommage à ce grand héros qui est Kwame Nkrumah, père de l'indépendance du Ghana. Et progressivement, le pays s'est mis sur le chemin du développement. Aujourd'hui, on a des autoroutes à perte de vue, il y a la démocratie, on vote, les gens arrivent quand même à se débrouiller petit à petit, même si, n'est-ce pas, il faut reconnaître ici que le pays avance aussi parce que on a eu la chance qu'en Afrique, les Chinois soient venus. On a eu la chance là, n'est-ce pas, que les Chinois viennent de poser l'argent sur la table et disent ok, on va vous faire ci, on va vous faire ça, et en retour, nous allons prendre ceci. Donc ce partenariat gagnant-gagnant. Et le cas du Ghana, il y a aussi un cas qui est assez important, et c'est le cas de la Tanzanie, ici avec le père de l'indépendance qui est Julius Nyerere. Julius Nyerere ici, n'est-ce pas, prête serment le jour où il fait la réunification, n'est-ce pas, de Zanzibar et de Tanganyika. Il prête serment ici, comprenez bien, dans un temple de la spiritualité ancestrale africaine. Ça, c'est assez important, c'est assez parlant. Le pays s'est mis, n'est-ce pas, sur le chemin du développement, qu'on peut voir, même s'il y a toujours quelques difficultés, il y a des difficultés quelque part. Aujourd'hui, ils ont la chance. Les élections là-bas sont transparentes. Encore, on a une fois vu récemment l'excellentissime John Magufuli, le président, et tout. Ça dit que ils ont commencé, ils ont compris. Quelque part, ils ont commencé par comprendre que on ne peut pas avancer si derrière on piétine les anciens. Ça, c'est assez important. Il y a beaucoup d'autres cas, mais je ne vais pas passer tout mon temps à citer. Peut-être une autre fois, j'aurai le temps de revenir dessus. Donc, c'était juste quelques exemples pour vous faire comprendre que ces anciens qu'on est en train de piétiner, ces anciens qu'on est en train de mépriser, ont un rôle important. Et ils ont eu à compter. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Ils sont là et ils détiennent une partie de la solution. Bon, maintenant, je regardais récemment encore quelques... Je regardais, voilà, la télé, il y a une chaîne là, je ne sais plus c'est quelle chaîne, où on a invité alors ceux-là, ces soi-disant intellectuels, les diplômés de la servitude ici, le bac plus 25, bac plus combien, qui ont mis des vestes, je ne sais pas où déjà ils louent ces vestes-là, ils sont venus encore rester sur les plateaux pour dire comment il faut qu'au sein de l'Union africaine, on mette, n'est-ce pas, sur la table le problème des bases militaires.
Je dis toujours que ces gens-là qui sortent de ces grandes universités occidentales n'ont rien compris. Quand l'Afrique était un continent prospère, quand l'Afrique était développée, tous ces gens-là qui ont dirigé ces grands pays qu'on a aujourd'hui, même si c'est divisé, voilà, c'est divisé en micro-États. Avant, c'était beaucoup plus grand que ça, c'était des empires, des royaumes et autres. Tous ces gens qui ont dirigé n'avaient pas des doubles passeports, n'est-ce pas? Ils n'avaient même pas mis pied en Occident. Et sur place, en Afrique, ils avaient déjà trouvé des solutions. Donc, ceux-là qui viennent aujourd'hui nous fait croire que ceux qui vont venir développer peut-être le pays, c'est ceux qui sortent forcément des grandes universités occidentales, se trompent. Ceux-là, généralement, comme on peut voir, j'ai dit, ils font partie de ce qu'on appelle le gouvernement du jour. Il y a un gouvernement de nuit. Tous ceux-là qui font partie de ce qu'on appelle le gouvernement du jour, c'est des petits. Il y a parmi eux beaucoup de blagueurs. Ils ont tous la double nationalité. Au moindre peuple, ils fuient l'Afrique, ils vont s'installer en Europe où ils ont déjà fait tout leur détournement. Ils ont préparé déjà la venue de leur famille en Occident. Ils ont tous la double nationalité. Mais ces anciens-là, ces grands initiés sont sur place en Afrique. Ils n'ont jamais voyagé. D'autres n'ont même jamais eu de passeport. Ils sont sur place. Et qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont là. Quand il y a problème, quand il y a des difficultés, à n'importe quel niveau, ils sont là. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur les gens qui viennent vous tenir des beaux discours tous les jours et dès qu'il y a la moindre difficulté, ils prennent le vol pour aller rester chez leur maître. Pour revenir ici sur le cas, n'est-ce pas, de ces soi-disant intellectuels qui étaient assis à la table, qui parlent ici, n'est-ce pas, j'ai entendu Bandankani qui parlait d'un truc de ce genre. Voilà, il va falloir que désormais, qu'on mette, n'est-ce pas, sur la table de l'Union africaine le problème des bases militaires. Ça me fait rigoler. Comment vous allez pouvoir faire sortir les bases militaires étrangères d'Afrique sans verser la moindre goutte de sang? S'il faut donc porter les armes pour aller combattre ces pays-là, où est-ce que vous allez acheter les armes, vu que nous n'en fabriquons pas? Où est-ce que vous allez acheter les armes pour combattre ceux-là? Ils feront exprès, n'est-ce pas, de faire que ça traîne. Ils vont peut-être vous vendre certaines armes et ils sauront que, n'est-ce pas, avec ça, ils vont rallonger, n'est-ce pas, ils vont rallonger le temps pour que ça puisse durer le plus longtemps possible. Et derrière, ils auront l'occasion de piller comme d'habitude. Il y a d'autres solutions. Et ces solutions-là sont détenues par les grands initiés qui sont derrière, qui ne se présentent pas sur les chaînes de télé et radio, qui sont derrière, qui travaillent dans l'ombre pour que ce continent soit libre. Ils ont la solution. Pour faire partie de ces bases militaires, on n'a pas besoin de verser de sang. On n'a pas besoin de 48 heures. Dumbi Fakoli, dans son dernier livre, où il parle des universités des États-Unis de Kamita Neri, vous pouvez voir le livre, il est en vente. Il propose ces solutions-là à l'intérieur. Les Chinois ont les bases militaires chez nous. Les Arabes, Qatar, Émirats Arabes Unis et autres, ils ont des bases militaires chez nous. Les Français, les Anglais, les Américains, même les Indiens, ils ont des bases militaires chez nous en Afrique. Et vous pensez qu'un matin, on peut se lever, faire partie cela par les armes? Où est-ce qu'on va acheter les armes pour les combattre? Il y a certaines solutions qui sont des solutions internes qu'on doit prendre. Au bout de 48 heures, toutes ces bases militaires-là vont déguerpir. Ils vont même partir en courant, ils vont fuir. C'est ce que Dumbi Fakoli appelle ici l'utilisation, c'est ce qu'il appelle ici, n'est-ce pas, l'énergie naturelle. On va utiliser notre énergie naturelle qui est à notre disposition contre cette énergie artificielle qui vient de l'étranger, qui vient des étrangers qui sont là pour nous piller. On peut tout simplement s'organiser. Entre ces grands initiés, ils peuvent s'organiser et dire, ok, on va trouver une solution. Au bout de 48 heures, ces gens-là vont partir en courant. On vit dans un monde qui est purement métaphysique. Je suis de ceux-là qui pensent que le monde va de pair. Il y a ce qui est physique et il y a également ce qui est spirituel. Il y a ce qui est invisible. Il y a des forces invisibles, il y a des forces occultes.
Ça me fait rigoler quand je vois les intellectuels, ils ont mis des cravates, ils ont serré le cou au point, ils ne peuvent même plus respirer. Ils viennent se mettre sur les plateaux de télé pour parler du départ des bases militaires étrangères. Comment vous allez faire partie de ces bases militaires étrangères? D'où ici l'importance, d'où ici l'urgence de retourner aux sources. Et que désormais, prenez quelques exemples, en revenant ici, pour revenir ici, n'est-ce pas, sur le cas de ces gens-là qui dirigent nos pays. Je veux faire référence ici, n'est-ce pas, à la prestation de serment. Comme on l'a vu pour le cas de Julius Nyerere, qui prête serment dans un temple de notre spiritualité. Il y a ce qu'on appelle un peu, comme chez nous, on appelle le Kadi. Il dit, ok, je jure, et il pose la main dessus en disant, je vais remplir mon devoir, je vais faire mon travail, je vais travailler pour mon peuple. On voit un peu chez nous partout, les gens prêtent serment sur le Coran, d'autres prêtent serment sur la Bible, et le lendemain, ils vont tuer les gens. Le lendemain, ils vont détourner les fonds publics pour remplir leur compte en Europe, en abandonnant, n'est-ce pas, la population dans la misère et la faim. Tous ces gens-là, il faut commencer par leur lancer un défi, en leur disant, ok, vous êtes prêts à diriger le continent, le pays. D'accord, ok, voilà le caddie qu'on dépose. Surtout pas le Coran, la Bible et autres. Non, parce qu'ils savent que derrière ça, il n'y aura pas de répercussion immédiate. Or, en mettant la main sur ce caddie-là dans notre spiritualité et en jurant dessus, ils savent que la punition est immédiate et que ça ne rigole pas dans la spiritualité africaine. Tous ces gens-là qui sont en train de dire ils ont la solution pour notre continent, ceux-là qui ont les doubles passeports, si on propose désormais ce genre de choses en Afrique, tous vont porter leur sac, ils vont fuir. Ils ne prendront même pas le temps de descendre un peu partout, là, faire campagne, comme ils sont en train de le faire, parce qu'ils savent que le jour même de la prestation de serment, il y a un piège devant qui les attend. Ils connaissent. Donc, c'était juste pour prendre quelques exemples, n'est-ce pas, pour vous faire comprendre. Voilà à mon niveau ce que je propose comme solution et je mets au défi quiconque. Je mets au défi tous ces gens-là de me prouver que le chemin que je suis en train de proposer, ou alors le chemin qui a déjà été proposé par les plus anciens, est un mauvais chemin. Dites-moi comment on va pouvoir avancer sans toutefois faire référence ou alors sans toutefois s'appuyer sur ceux-là qui veillent au grain, qui veillent au quotidien à ce que nous soyons, n'est-ce pas, en sécurité. Dites-moi comment on va pouvoir avancer. Donc, après ça maintenant, dès qu'on va commencer par ce que je suis en train de dire, la réhabilitation de nos héros, le travail ici assez important et le travail le travail ici, comment dire ça, indispensable, n'est-ce pas, avec les grands initiés, les anciens qui travaillent, n'est-ce pas. On va pouvoir maintenant, au-delà de ça, j'ai déjà parlé de la solution pour faire partie des bases militaires et autres. Maintenant, on peut créer une armée continentale pour défendre nos intérêts et défendre les enfants africains partout dans le monde. On peut former des gens qui vont aussi peut-être, pourquoi pas, fabriquer les armes pour nous-mêmes, pour qu'on puisse nous-mêmes nous défendre au lieu de toujours dépendre des autres. Il va falloir agir à l'échelle continentale. Et c'est ça la solution. La solution passe forcément par là. Donc on pourra ici, n'est-ce pas, au niveau continental, mettre sur pied une politique économique qui sera déterminée par une autorité sur le plan continental. On pourra créer une armée continentale. On pourra mettre fin, n'est-ce pas, au franc CFA en créant une monnaie continentale, n'est-ce pas, ou alors une monnaie sous-régionale. Ce que je suis en train de parler maintenant, ça vient après. Mais il faut d'abord commencer par ce qui est essentiel, ce qui est plus important, ce qui est indispensable. C'est le chemin que j'ai proposé. C'est la solution que j'ai proposée. C'est ça. Il faut passer par là forcément. C'est indispensable. Avant de penser maintenant que, bon, après ça, on peut... il y a aussi un point assez important et on ne va pas se cacher là-dessus. Si ça pouvait être peut-être possible, pourquoi pas? On espère que les panafricanistes, le jour où ils prendront le pouvoir, ils vont penser à ça.
ne plus délivrer les permis de construire tout ce qui est édifice religieux étranger chez nous. Il faut qu'on soit assez clair là-dessus. Pourquoi pas avoir quelques philanthropes qui pourront aider, ou alors même qu'au sein du gouvernement, que peut-être même dans les caisses de l'État, pourquoi pas, qu'on puise de l'argent pour construire des temples de notre spiritualité ancestrale africaine, pour rendre hommage à nos ancêtres. Pourquoi pas? C'est une solution qui est envisageable, c'est une solution qui est importante, c'est un projet qui doit même se réaliser, même à partir même de maintenant, ça doit commencer. Il y a un truc en cours de ce genre-là, bien sûr, en Côte d'Ivoire, avec le grand temple de Mokadi, le Mouya, bien sûr. Et je veux profiter pour appeler encore ceux-là, peut-être qui ne sont pas au courant, à contribuer à ce que ce temple-là soit debout d'ici quelques mois. Entre autres. Donc, tout ce qui peut avoir maintenant comme solution, le franc, ce qui peut avoir derrière le franc CFA, la fin du franc CFA et autres. On ne peut pas commencer par, je ne sais pas, commencer une fondation par le haut pour descendre. Il faut commencer par le bas. Il faut commencer par cette base-là pour avancer. Je ne pense pas que quelqu'un soit capable de proposer une solution vraiment efficace, plus que celle-là qui a été proposée, n'est-ce pas, par les anciens. C'est impossible. Qu'on commence à donner le nom de ces héros-là, n'est-ce pas, qu'on commence à donner leur nom, n'est-ce pas, aux rues, aux hôpitaux, n'est-ce pas, qu'on commence vraiment à faire ce travail-là sur le terrain. Je dis ceci, pas seulement pour le cas du Cameroun, mais pour le cas, n'est-ce pas, de tous les pays africains. Il faut penser à ça, c'est assez important. Donc, je pense avoir fini là-dessus. J'espère que ma vidéo vous a intéressé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Bertie Le Kamit. Invitez également vos proches à s'abonner. Surtout, partagez la vidéo pour que ça puisse arriver. Pourquoi pas, n'est-ce pas, dans les mains de ces autorités-là. S'ils peuvent, par exemple, un jour, penser à nous les pauvres, n'est-ce pas, ceux-là qui sont en bas de l'échelle. Pourquoi pas? Parce que si ce continent-là se met à progresser, ça sera profitable à tout le monde. Donc chacun à son niveau également peut apporter sa petite contribution et voilà, celle-ci est la mienne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense n'avoir pas oublié un point assez essentiel. Voilà, j'ai tout développé. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était votre frère Bertie Le Kamit. Ciao.